dans le sens où c'est un impératif de compétitivité. Rappelons quand même que le nombre de défaillances d'entreprises a augmenté de 40%. Et bien en fait, c'est monté petit à petit et c'est grâce justement aux ressources humaines qu'on a pu le faire. Et ça ne veut pas dire que la personne, en l'occurrence qui a fait ce travail-là, va quitter l'entreprise. Mais ses compétences vont évoluer pour être une sorte de collaborateur augmenté. Oui, très bien, on va réussir à sortir 200 salariés, mais il faut gérer les survivants derrière. Et surtout une capacité à absorber le changement plus rapide. On arrive avec une méthode, mais une méthode sur mesure par rapport à un client final. Salut Geoffroy. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Bah, impeccable. Ouais, tu as fait un bon trajet, c'était pas trop compliqué? Non, non, ça va, c'est pas l'aventure. Ouais, c'est pas l'aventure. Bon, je suis très content de t'accueillir sur le podcast Future of Hiring. L'idée aujourd'hui, ça va être de parler de transformation des entreprises. Il y a beaucoup de changements, il y a toute une méthodologie à avoir et surtout il y a un impact de temps en temps sur le monde RH, le recrutement. Donc on va voir tous ces parallèles-là. Avant d'entamer directement celui du sujet, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, je suis Geoffrey Fournier, je suis le DRH du groupe Snow. Alors le groupe Snow, c'est un groupe de cosmétiques français qui exploite des spas très haut de gamme un petit peu partout dans le monde et qui est surtout propriétaire de 3 belles marques, Deep Nature, Algotherm et Laboratoire 5 Mondes, donc des marques assez connues notamment pour les gens qui ont l'habitude de fréquenter des spas. Et voilà. Parallèlement à cette fonction, je suis le président fondateur d'un cabinet de conseil en ressources humaines qui s'appelle Victoria RH et qui est spécialisé dans la restructuration d'entreprises et la formation donc, des dirigeants justement à la transformation. Ok, hyper clair. Avant Snow, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu avais, comment tu es arrivé à cet endroit-là? Alors moi, ma carrière elle peut se présenter en 2 parties. Une première partie institutionnelle au sein des armées. Moi, je suis diplômé de l'Académie militaire de Saint-Cyr. J'ai servi principalement dans 2 unités. Okay. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris et la Légion étrangère. Donc j'ai quitté les armées en 2018 où je suis devenu par la suite cadre dirigeant DRH dans différents secteurs. Le secteur automobile, le secteur de la santé et désormais le secteur de la cosmétique. Ok, hyper clair. Génial. Donc transformation des entreprises, ça c'est notre sujet du jour. Oui. Quelle est ta définition à toi de la transformation des entreprises? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu peux nous éclairer un peu sur le sujet? Alors c'est vrai que par la notion de transformation, c'est vraiment une notion très large. Moi, je la définirais comme une adaptation parfois brutale, mais le plus souvent progressive quand même d'une entreprise, d'une industrie à des impératifs de marché. Vous n'êtes pas sans savoir que un impératif est différent d'une contrainte. L'impératif, en fait, c'est ce qu'on se doit de faire. La contrainte, c'est notre environnement qui nous l'impose. Et là, moi, je dirais que c'est un impératif dans le sens où c'est un impératif de compétitivité. Et j'ai coutume de dire, en tant que président du cabinet de conseil, qu'il faut aller au-delà des process, au-delà de l'organisationnel. À la fin du compte, ce qui fait la transformation, c'est les ressources humaines. Elles sont le facteur clé de toutes les transformations humaines. Je l'ai vu dans le cadre de mon expérience professionnelle. J'ai notamment été amené à être officier de liaison à la préfecture de police lors des attentats de 2015. Et j'ai vu vraiment que l'interministériel, qui n'était pas aussi affûté que l'on peut le voir désormais 10 ans plus tard, eh bien en fait, c'est monté petit à petit. Et c'est grâce justement aux ressources humaines qu'on a pu le faire. Donc c'est pour ça que j'ai fondé Victoria RH. C'est vraiment, j'en suis convaincu, la notion clé de toute transformation, c'est vraiment les ressources humaines, parce qu'à la fin du compte, on a beau avoir de l'IA, on a beau avoir plein d'outils, plein de process, à la fin du compte, ce qui compte, c'est nos collaborateurs et c'est eux qui font marcher la machine. Ouais, c'est eux qui font fonctionner tout le système. Et tu as l'habitude d'accompagner quel type de boîte? Est-ce que c'est des entreprises, tu vois, des grosses entreprises, des tailles humaines? Pour le coup, c'est vraiment des tailles variées. Preuve en est, la dernière entreprise avec qui on a contractualisé, c'est un grand groupe pétrolier en Afrique. Donc vraiment, on est vraiment sur quelque chose de très varié. Il y a du secteur public, du secteur privé. Pour le coup, c'est très varié. L'avantage, encore une fois, c'est qu'on fait une méthode sur mesure au sein de Victoria RH qui permet vraiment d'avoir un impact positif et immédiat sur la compétitivité des entreprises. Donc ça, pour le coup, c'est valable dans tous les secteurs d'activité et c'est toujours conforme à l'ADN propre de chaque entreprise. Parce qu'en fait, on n'arrive pas avec des schémas types, on arrive avec une méthode, mais une méthode sur mesure par rapport à un client final. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. C'est le terrain qui commande et il faut vraiment s'adapter à qui on a en face. Ouais, c'est important. Ouais. Effectivement, tu as ta méthodologie, mais en fonction des typologies d'entreprise ou des enjeux, effectivement, tu es obligé de faire du sur-mesure parce que chaque boîte est différente. Il faut la traiter différemment. Et même en fonction des
tu as des tailles d'entreprise et les grosses entreprises vont avoir des besoins qui sont totalement différents. Tout à fait. Les grandes entreprises ont bien souvent en fait besoin de nous dans le cadre de la structuration de leur stratégie et d'un travail préparatoire. Souvent en mise en œuvre, ils ont la ressource, mais ils n'ont pas forcément la ressource d'un point de vue stratégique. Ils ont besoin un petit peu de sang neuf pour vraiment conceptualiser l'ensemble. Les plus petites structures d'expérience, elles sont plus dans la mise en œuvre que réellement dans la conception, ou parfois les deux. Mais oui, c'est vraiment ça. Notre ADN, c'est s'adapter en permanence à nos clients, qu'on se considère vraiment comme des partenaires. Lorsqu'on se déplace dans une entreprise, on devient vraiment acteur à part entière de cette entreprise. Et moi, systématiquement, je me considère comme un collaborateur de l'entreprise. Donc, c'est vraiment clé. Cependant, l'avantage que l'on a tout de même, le fait d'être extérieur, parfois, ça permet de vraiment parler vrai, sans insécurité quelconque liée à une subordination quelconque. Donc, voilà, je dirais que l'avantage d'être un cabinet de conseil comme le nôtre, c'est qu'on a un petit peu les bons côtés de tout. On est extérieur quand il faut dire un petit peu les choses. On est intérieur quand il faut faire du lien avec les équipes. Donc ça c'est vraiment notre manière de faire. Vraiment une culture très opérationnelle au final. Ouais, très doueur. Je vois très bien. Hyper clair. Et quels sont si on rentre un petit peu dans ces différentes étapes, justement, de transformation des entreprises, quelle est la première étape déjà ? Faut faire une phase d'audit, de diagnostic. Ça, elle est clé. Cette phase de diagnostic, elle est, encore une fois, elle fait l'objet d'une checklist et d'une méthode quasi militaire, pour le coup, de manière à vraiment ne rien oublier. Cependant, en fonction du client que l'on a avec nous, de notre partenaire, eh bien, en fait, on va avoir des conclusions opérationnelles qui sont différentes. Parce qu'à une situation donnée, les priorités vont être différentes, parce qu'en fait, chaque entreprise a parfois des données économiques, parce que c'est ça derrière ce dont on parle, vraiment une compétitivité et donc des résultats économiques. Et voilà, ils vont avoir un angle différent pour attaquer cette transformation. Certains ont un angle très numérique, sur très outils, très process. D'autres ont un angle plutôt de volume, c'est-à-dire que tout de suite, il faudra que ça ait un impact financier. Pourquoi ? Parce qu'ils ont parfois un petit peu la pression de l'actionnariat. Donc voilà, nous, on doit s'adapter à ça également. Et c'est plutôt confortable, dans le sens où, en étant de l'extérieur, on peut quand même également avoir notre mot à dire directement avec les actionnariats concernés. Donc ça, c'est vraiment la phase de diagnostic. Suite à cela, donc on est vraiment dans une phase de conceptualisation du plan d'action. Alors, dans le cadre d'un restructuring, prenons l'exemple d'un plan de sauvegarde d'emploi, donc un plan de licenciement, pour dire les choses de manière totalement simplement, eh bien en fait, en France, si on prend le cas de l'exemple français, eh bien en fait, c'est juridiquement très cadré. Donc ça, pour le coup, la méthode, on applique simplement la méthode juridique. Oui. Mais il y a un esprit quand même derrière. Il y a la lettre et l'esprit. La lettre, c'est de suivre la méthode juridique avec une mise au courant, des infoconsultes, des plans de départ volontaires et ensuite le début du PSE. Mais il y a quand même derrière l'esprit à avoir de manière à minimiser au maximum les dommages collatéraux liés à ce genre de choses. Parce que oui, très bien, on va réussir à sortir... Je ne sais pas, je donne un exemple, 200 salariés, mais il faut gérer les survivants derrière. Et ça, cette phase de relance de l'action, de maintien de la cohésion, de maintien des équipes, Victoria Merage, qui a quand même une expérience institutionnelle, c'est vraiment un cabinet qui est capable de relancer l'action à l'image d'un chef militaire qui relance l'action après une offensive ennemie. Et c'est vraiment ça. Alors, je force un petit peu le trait avec cette rhétorique un peu tactique, mais c'est vraiment ça. Il y a vraiment une gestion des survivants à effectuer. On ne relance pas l'action après de telles épreuves, parce que c'est quand même pas rien, le fait de retirer des salariés à l'entreprise. Ouais. Parfois des salariés qui travaillent depuis très longtemps au sein d'une entreprise, qui ont été très engagés. Au-delà du cas individuel de ces personnes-là, il y a le cas individuel des gens qui sont spectateurs, à l'image de ce qu'on peut avoir dans un accident. Je suis impliqué dans l'accident ou je suis témoin de l'accident. Et parfois, les gens qui sont témoins de l'accident sont aussi choqués que ceux qui ont été impliqués. Donc c'est exactement... Il y a une notion vraiment psychologique également dans l'accompagnement. Et je rappelle que l'année 2025, c'est grande cause nationale, la santé mentale, notamment en entreprise. Et nous, on est extrêmement vigilants à cela, puisque la relance de l'action, elle passe par l'humain, et un humain qui est mentalement capable d'être compétitif et de le vouloir au profit d'une entreprise qui a fait des choix, parfois pour des collaborateurs, des collègues avec qui il était très proche. Donc, voilà, il y a quand même ces notions-là qui sont parfois complexes entre un impératif économique, une volonté de l'actionnariat et derrière une réalité humaine.
Ouais, je comprends. Et quels sont les types de transformations que tu as l'habitude de voir justement en entreprise? Donc tu parlais de PSE. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ou thématiques que tu as pu adresser? Nous, on est vraiment sur les PSE, en Ok. tant que Victoria MRH, principalement. Cependant, la tendance aussi 2024-2025 est beaucoup sur des défaillances. Rappelons quand même que le nombre de défaillances d'entreprises a augmenté de 40% pour plein de raisons. Défaillance, c'est-à-dire, tu entends quoi Globalement, des gens qui sont en cessation de paiement, qui entament une période de sauvegarde, des périodes de sauvegarde qui deviennent des liquidations, parfois sèches directement, d'ailleurs, sans cette période d'observation. Vous avez des gens enfin des entreprises qui passent par ces différentes étapes sans PSE, d'autres qui passent par ces étapes avec des PSE. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment multiforme et les tribunaux de commerce sont vraiment en ce moment très sollicités pour protéger les entreprises. Rappelons que les tribunaux de commerce protège vraiment. En France, on a un système qui est très protecteur vis-à-vis des salariés. Lorsque vous êtes en cessation de paiement, on gèle les actifs et derrière, il y a une assurance qui permet donc d'assurer les revenus des collaborateurs alors même que les fournisseurs ne sont pas payés. Voilà, c'est une assurance pour laquelle les entreprises cotisent de manière annuelle et donc ça, pour le coup, c'est vraiment très protecteur. Et en fait, dans le cadre de ce procédure, en fait, les collaborateurs sont sous la protection du tribunal et un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire sont nommés dans ce cadre-là. Et vraiment, eux, ils prennent un petit peu la mesure et l'objectif numéro un de ces professionnels du juridique, c'est vraiment la protection des collaborateurs et de faire un maximum pour que l'entreprise survive. Donc c'est pas partout comme ça dans le monde. Donc il faut quand même voilà, se rendre compte de notre chance de ce point de vue-là. Il est très lié au Code du travail également, qui est très protecteur. Alors la France, le Code du travail, c'est pas le seul pays à être protecteur. Vous allez, moi j'étais encore en Allemagne il y a une dizaine de jours, ou en Belgique, c'est également très protecteur. Mais par exemple, je vais être amené à me déplacer à l'île Maurice. On est sur un code complètement anglo-saxon. On n'est pas du tout sur le même niveau de protection du salarié. Donc, voilà, je dirais que nous, on intervient principalement, pour revenir à la question initiale, on intervient principalement sur de la réduction d'effectifs. Okay. Mais cependant, il y a d'autres types de transformations qu'on a été amené à faire dans le passé. La transformation vraiment numérique, d'outils, de l'audit. Et également, derrière, on est beaucoup intervenu en binôme des directions générales et des COMEX, une sorte de shadow COMEX, de manière à vraiment mentorer pendant des périodes clés les dirigeants sur vraiment des moments un petit peu délicats de la vie de l'entreprise. Ouais, je comprends, je vois très bien. Ouais, c'est intéressant. Nous, là où je suis assez sensible, ça va être toute la partie outils, process numériques. Nous, on accompagne beaucoup aussi les entreprises à aller s'outiller des meilleurs outils du marché, implémenter des solutions IA, mais pour aider les équipes de recrutement. Et dans ce cadre-là, ça m'intéresse justement de comprendre, toi aujourd'hui, comment tu opères quand une entreprise, parce que ça va être le sujet 2025, 2026, 2027. Là, il y a beaucoup d'outils qui arrivent, il y a beaucoup de transformations à ce niveau-là. Il y a aussi beaucoup de départs, évidemment, mais comment tu adresserais ce sujet-là, tu vois, en termes d'étapes pour une transition numérique, par exemple? Moi, je vais prendre un exemple très précis. J'ai accompagné en fait récemment la mise en place d'un SIRH, donc c'est un système d'information pour les ressources humaines. Ouais. Il y a eu une première phase de vraiment comprendre les besoins, les attentes via des workshops métiers, les besoins métiers. Ensuite, on s'est focalisé sur les outils qui étaient le plus adaptés à l'entreprise concernée. Je vais le citer, je ne sais pas si voilà. Oui, on a fait un choix PeopleSphere en l'occurrence pour l'entreprise concernée. Et ensuite, on a mis en place des connecteurs spécifiques pour que cette entreprise, qui faisait environ 600 personnes, puisse vraiment connecter l'intégralité de ces outils, Javelot, Flatcher, voilà, pour faire à la fois ces entretiens annuels, le suivi qualitatif des différents entretiens collaborateurs, le recrutement, la diffusion de ces offres sur différentes plateformes de recrutement, via notamment l'outil Javelot et Flatcher, pardon, et ensuite on a vraiment accompagné cela. Donc là, pour le coup, la transformation numérique, elle a pris une forme très simple. On a simplement en fait digitalisé des process qui étaient auparavant
digitaux mais très manuels avec des tableaux Excel que tout le monde s'envoyait, etc. Donc là, on a vraiment centralisé au sein d'un même outil et on l'a relié avec le logiciel de paye qui était de mémoire Silae, Flatcher, Javelot, et l'ensemble s'est interconnecté. Et grâce à cela, en fait, en formant les équipes sur ces outils et en formant également les managers, parce que les managers utilisent ces outils, eh bien on est arrivé sur une vraie transformation à la fois digitale de l'entreprise dans son fonctionnement RH, mais également au niveau du mindset, parce que tout allait beaucoup plus vite. Quand vous utilisez Javelot, Flatcher, eh bien en fait dans les faits, les choses vont réellement beaucoup plus vite et tout le monde semble content. Ouais, et est-ce que tu vois de la réticence justement sur cette partie mindset des personnes qui ont besoin de nouveaux outils, notamment les utilisateurs finaux, mais il y a toujours une réticence, tu vois, à avoir un nouvel outil, à l'utiliser, etc., par rapport aux habitudes initiales. Comment tu le gères, cette partie-là? C'est vrai que les résistances viennent pas forcément des équipes techniques ou des équipes support, ils viennent plus en général, sans rentrer dans les généralités, d'opérationnels. Ces opérationnels, eux, voient cet impératif de gestion comme parfois une contrainte. C'est pas les bonnes choses, c'est pas le bon mindset, mais c'est parfois une contrainte. Et donc en fait, faut expliquer que ces outils, ça va leur gommer cette contrainte. C'est simplement un changement d'habitude qui sera accompagné dans le temps et qui se fera de manière progressive. Lorsque l'on a mis en place donc cet outil de gestion du temps de travail, qui est vraiment un outil très classique dans le cadre d'un fonctionnement d'entreprise, en fait, ils se sont rendus compte petit à petit que en fait, les notifications arrivaient toutes seules. Ils avaient juste à cliquer sur une notification mail pour valider des congés, alors qu'auparavant, ils le faisaient sur une base mensuelle avec un mois de décalage en paye. Voilà. Enfin, c'était vraiment des modes de fonctionnement qui étaient un peu désuètes. Et donc, ils ont vu directement les choses. Et ce qu'il faut voir également, c'est que c'est source d'erreur, tout de même, le fait de ne pas avoir d'outils numériques. Lorsque manuellement, vous effectuez toutes les actions avec divers degrés de validation et divers collaborateurs, eh bien en fait, dans les faits, on multiplie d'autant les sources d'erreurs. Et j'ai coutume de dire, voilà, la paye, quand elle marche bien, personne n'en parle. Bon, voilà, c'est un petit peu ça. Bon, voilà, j'ai une autre expression qui dit que la paye, c'est tellement compliqué que, en fait, c'est tout le temps faux, mais personne ne s'en rend compte. Mais bon, voilà, sans entrer dans quelque chose de trop trivial, il faut quand même avoir en tête qu'il y a des erreurs humaines qui peuvent persister, qu'il y en aura toujours, mais vraiment, j'engage tout le monde et à vraiment passer sur cette transition numérique qui est, en plus, dans le domaine qui me concerne plus particulièrement, les ressources humaines, il y a vraiment pléthore d'outils, donc il y a forcément quelque chose. À défaut d'être 100% valable pour votre organisation, au moins partir sur cette base et faire du sur-mesure par la suite, c'est largement faisable. Ouais, clairement, je suis entièrement d'accord. La prise de conscience, est-ce que tu arrives à l'avoir dès le début avec les personnes qui travaillent avec toi? Est-ce qu'il y a besoin justement d'améliorer cette prise de conscience de la direction? J'imagine que c'est la direction qui insuffle le changement. Tout à fait. Ça vient vraiment de la direction. Tous les thèmes viennent de la direction. Oui, il faut vraiment... j'ai quand même détecté des profils types de résistants, entre guillemets, du numérique. Intéressant. Alors, moi, pour le coup, je ne suis pas trop dans la dualité d'âge. Voilà, je pense que la seniorité en entreprise, ça ne sera plus un problème dans quelques années parce que voilà, la démographie faisant son œuvre, tout le monde sera au-delà de 40, enfin, beaucoup seront au-delà de 45 ans. Mais c'est vrai que d'expérience, des opérationnels qui ont un travail de production ou un travail ou qui ont évolué de manière voilà, un petit peu à l'ancienne en interne, sans pour autant des plans de formation adaptés et d'un accompagnement de parcours personnalisé. Voilà, j'ai remarqué que ces profils-là, expérimentés, plutôt issus de la promotion interne, mais qui n'avaient pas bénéficié d'un parcours de personnalisé de carrière, j'ai vu que oui, c'était les éléments un petit peu clés à accompagner vraiment de manière plus soutenue, sans quoi ça retardait parfois les projets. Ok, ouais, je vois. Et intéressant d'avoir du coup à chaque fois la direction qui insuffle le mouvement et comment ça se passe justement sur pour embarquer les équipes sur ce projet. Est-ce qu'il y a des champions opérationnels qui sont présents et qui vont représenter justement les mises en place pour embarquer les autres équipes? Comment on arrive à faire ce mouvement
Alors, en général, nous, on se compose un petit peu à une manière assez militaire. Hein, c'est une task force, donc c'est un groupe de travail dédié, quoi, tout simplement. En général, lors des plus grandes entreprises, c'est vraiment multinational, mais ça peut être lié à un métier. Donc, oui, on a des référents métiers, des groupes de travail. L'ensemble remonte des attentes. On le fait de manière très, très rigoureuse sous la forme de cahier des charges. Et ces cahiers des charges, ce qu'on appelle des spécifications pour les gens qui sont plus dans le domaine IT, eh bien en fait sont pris en compte et sont à chaque fois agrémentés dans l'outil. Soit directement en partant du principe où l'outil le permet de manière intrinsèque, ou sur mesure dans le cadre d'un développement spécifique que l'on fait avec le partenaire concerné. D'ailleurs, je salue le travail de ces partenaires-là. Pour le coup, c'est pas évident comme travail, parce que bien souvent les choses changent très vite, et d'un métier à l'autre, ils doivent s'adapter, et parfois c'est vraiment un travail de dentelle qu'ils font, et il faut quand même les saluer. Franchement, c'est pas évident hein, comme travail. Je suis pas certain faut avoir quand même une certaine résilience. Voilà. Je vois très bien. Ok. Et en termes d'impact justement sur les ressources humaines, donc il y a cette conduite au changement qu'on opère. Quel est l'impact que peuvent avoir ces ressources humaines? Quels sont les pains que tu as pu... Lorsque l'on met en place ce genre d'outils, il y a deux impacts majeurs. Le premier, c'est une réduction de la charge de travail, parce qu'il y a des choses qui sont automatisées. Donc derrière cela, il y a forcément une optimisation. Moi, je parle vraiment les choses clairement. Il y a forcément une optimisation, une réduction de personnel derrière, forcément. Mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas une optimisation qui a lieu en disant, bon voilà, l'outil ou l'IA a pris le travail du collaborateur, c'est pas ça. C'est juste que c'est des profils différents. Et ça ne veut pas dire que la personne, en l'occurrence, qui avait ce travail-là, va quitter l'entreprise. Mais ses compétences vont évoluer pour être une sorte de collaborateur augmenté. Alors c'est valable dans le cadre de l'IA, mais c'est valable également dans d'autres outils, parce que dans les faits, en fait, la charge de travail va diminuer. Un SIRH pour un service d'administration du personnel, qui travaille sans SIRH, puis après avec un SIRH, on est quand même une réduction de charge de travail de l'ordre de 30 à 40%, ce qui n'est pas rien. Donc il faut quand même occuper ces personnes. Voilà, l'entreprise, encore une fois, elle est dans une logique de compétitivité. C'est pas une organisation à but non lucratif, c'est pas une association. Hein. Donc il faut vraiment, faut vraiment charger ces personnels en travail. Et ça veut dire parfois, il faut dire les choses, hein, enlever de la masse salariale, donc enlever ces personnes qui sont désormais moins chargées, ou alors les faire évoluer en mobilité interne. Moi, je crois beaucoup à la mobilité interne, si tant est qu'elle soit accompagnée. Voilà. Il faut vraiment que les choses soient claires là-dessus. Lorsque l'on propose, pour des raisons pratiques, un changement de conditions de travail, je rappelle pour les salariés qui nous écoutent et qui nous regardent, eh bien en fait, à partir du moment où on change ces conditions de travail, il faut faire un avenant, et l'avenant, en fait, vous devez être volontaire pour le signer. Une entreprise ne peut pas vous l'imposer. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Il faut quand même connaître ses droits et avancer là-dessus. Et vous pouvez tout à fait, dans le cadre de cet avenant, imposer un parcours de formation, un accompagnement quelconque. Voilà, faut vraiment... En plus, en général, les portes sont plutôt ouvertes quand l'entreprise est en demande. Ouais, quand même. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette notion de réduction de la masse salariale quand il y a des nouveaux outils qui arrivent. Quelles sont un peu la projection que tu vois sur les différentes transformations qui iront sur les prochaines années? Est-ce que tu vois des transformations qui vont être plus numériques? Comment tu le... La première transformation, c'est lié à l'intelligence artificielle. Clairement, de manière un peu basique, dans les directions des ressources humaines, on pense administration RH, mais en fait, il faut voir vraiment beaucoup plus large que ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire grâce à cet outil, un assistant IA. Moi, je fonctionne à titre personnel, par exemple, avec un assistant IA que je fais travailler un petit peu tous les jours et qui m'aide au quotidien. Ça a vraiment décuplé ma productivité vraiment au jour le jour. Moi, je vois également d'autres types d'évolutions, des évolutions juridiques en termes de relations contractuelles des collaborateurs vis-à-vis de l'entreprise. Je vois une multiplicité de formes. Je vois beaucoup de freelance, du CDI, du CDD. On sortira d'un modèle un peu homogène d'un CDI unique qui est un petit peu le Saint Graal. Je pense que de plus en plus, d'ailleurs, c'est pas l'attente des collaborateurs et ça le sera de moins en moins pour les entreprises. Dans votre contrat de travail, vous avez une partie qui est liée à la subordination, un impératif de subordination. De plus en plus, en fait, on entend parler d'une relation de collaboration, d'une relation de coopération, et on sort un petit peu de cette logique de subordination. Moi, je trouve ça intéressant, d'autant plus si les statuts évoluent. Voilà.
Vraiment, je trouve ça super intéressant. Voilà, donc je vois deux gros points, IA et cet aspect juridique. Et de toute manière, une entreprise qui devra rester, qui voudra rester attractif et avoir dans son équipe, même pas recruter, avoir dans son équipe les meilleurs, eh bien il faudra de la souplesse et de la flexibilité. On la demande à nos salariés, la jeune génération, ils vont nous challenger là-dessus et il faudra être présent également. Et c'est intéressant, tu mentionnais le fait que les collaborateurs devront s'adapter aux nouveaux outils lorsqu'il y a par exemple des nouvelles solutions qui vont faire gagner du temps, de la productivité. Donc on va avoir des départs naturels et aussi des personnes qui vont devoir monter en compétence sur ces outils-là. Donc quel est le degré d'enjeu de formation? J'ai l'impression qu'il y a un gros enjeu de formation du coup des équipes en interne sur ces nouveaux outils et surtout que ça va être que croissant. Donc c'est-à-dire que on va avoir que des nouvelles solutions et toutes les personnes qui n'iront pas se former ou qui n'iront pas justement sur cette nouvelle technologie vont avoir du mal à pas retrouver du travail, mais en tout cas vont avoir une barrière à l'entrée sur d'autres opportunités. Oui, en fait, l'obsolescence des compétences, ça va être de plus en plus rapide. Dans les années 80, on parlait d'une compétence, c'était encore valable à peu près une quinzaine d'années. Désormais, c'est 2 à 3 ans. Donc on est vraiment sur des ratios nettement plus courts. Deux solutions, moi, pour les entreprises, comment je vois les choses. Le premier, des parcours personnalisés de management, des parcours personnalisés d'expertise et faire évoluer les gens sous forme de filière pour le thème concerné. Moi, de manière très pratique, j'ai fait évoluer dans une expérience précédente la filière des techniciens qui faisaient des interventions sur vraiment multitechniques dans le bâtimentaire. Et voilà, on a créé tout simplement une seniorité supplémentaire avec des certifications internes détenues au sein du centre de formation à l'issue d'une formation, donc dans notre centre de formation interne. Voilà, donc ça c'est plus pour la partie expertise technique. Et également, vous allez avoir des parcours de management. Désormais, il est difficile de trouver des gens qui sont volontaires pour effectuer du management, donc il convient de les accompagner. Et ces deux parcours-là, il ne faut pas les voir comme des parcours parallèles. Peut-être qu'à un moment, je voudrais manager, peut-être que je serais fatigué par le management et je voudrais retourner dans une filière d'expertise. Peut-être que j'ai besoin de légitimité et que moi, j'ai envie d'être très très fort en technique avant de pouvoir manager des gens. Voilà, ça dépend vraiment de l'individu. Donc il faut vraiment être capable de proposer différentes solutions aux gens et c'est tout le challenge des plans de formation et des directions des ressources humaines en ce moment. Et voilà, donc on aborde les plans de formation de manière différente. Auparavant, ça venait vraiment du haut avec voilà, l'anglais, voilà, les trucs assez classiques en e-learning. Voilà. Maintenant, c'est plus du tout ça. Il faut vraiment être proactif et ne pas hésiter, à défaut d'avoir quelque chose de parcours personnalisé dans son entreprise, à proposer des choses et à être vraiment acteur de son propre poste. On parle beaucoup d'intrapreneur désormais. C'est important de faire son poste un petit peu. Moi, j'y crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que, ok, au départ, tu fais du recrutement, peut-être que tu fais un peu de DVRH parce qu'en fait, dans l'idée, tu fais également beaucoup de communication extérieure en tant qu'ambassadeur sur LinkedIn. On en parlait un peu avant l'émission. Voilà, peut-être qu'il y aura ce genre de choses-là également. Donc, moi, je crois beaucoup à ça, l'intrapreneuriat et vraiment l'idée de définir son contour de poste de manière à s'épanouir tout simplement dans un cadre professionnel. Et est-ce que tu as l'impression, vu les changements qu'il y a, donc il y a des grandes phases de changement qu'on a connues, révolution industrielle, Internet, IA, etc. Est-ce que tu as l'impression que là, on rentre dans des phases où il y aura de la transformation beaucoup plus fréquemment? Donc, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de changer très rapidement, il y a tout qui évolue quand même très vite, et donc qu'il y a une sorte de vélocité et un besoin de transformation de manière constante, ou est-ce que c'est toujours des phases, donc des phases dans la vie de l'entreprise, je sais pas, tous les 2 ans, tous les 3 ans, à certains moments? Il y a des cycles tout de même qui étaient historiquement très liés à l'activité des entreprises. Moi, j'ai fait une partie de ma carrière dans le secteur auto, chez un équipementier automobile. Et c'est vrai qu'il y a un cycle de vie de véhicule qui implique en fait des transformations tout simplement parce que voilà, le véhicule est rétrofité ou tout simplement le véhicule arrête d'être produit et on bascule à un autre véhicule. Donc il y a une transformation liée à l'activité. Ouais. Voilà. Pendant 3 ans, je produis tel type de pièces ou de modèles et ensuite je change tout simplement. Clairement, avec l'activité. Voilà. Il y a des industries, c'est moins le
cas, l'industrie de l'énergie, par exemple, c'est des cycles beaucoup plus longs et qui peuvent en fait vous occuper, si j'ose dire, toute une carrière, voilà, sans changement particulier. Alors c'est de plus en plus rare, mais ça peut exister. Parallèlement, vous avez une logique télécom hyper rapide où en 1 an, 2 ans, le cycle de vie du produit est terminé. Donc déjà, vous avez ce type d'activité qui déjà cadence beaucoup le rythme des transformations. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la tendance globale et la nécessité de mondialisation et de compétitivité, elle accélère globalement toutes les industries dans leur changement, puisqu'en fait la concurrence qui était historiquement plutôt locale du fait d'une absence d'information mondialisée, petit à petit en fait cette information elle va dans les endroits les plus reculés du monde, et en fait ça tout simplement en fait ça réduit les élongations physiques en fait par les systèmes d'information sont de plus en plus restreints, donc la logistique est de plus en plus réduite, donc la logistique est de plus en plus réduite, et ça crée une émulation. Donc moi pour le coup je les vois de plus en plus rapides, je les vois également de plus en plus brutales. Okay. C'est-à-dire, il y a une question de fréquence et une question d'intensité pour moi. L'intensité, je la vois également très brutale à un moment où, moi je parle pour ma génération en tout cas, on n'était pas forcément super aguerris. Si vous regardez entre 90 et 2020, voilà, le monde avait une sorte de parenthèse enchantée. On a eu le Covid où on a beaucoup réfléchi un petit peu sur des notions de résilience, de force morale de la population française, concrètement. Mais si on regarde historiquement ce qui s'était passé entre 1900 et 1990, en fait, il y a eu 2 conflits mondiaux, la grippe espagnole, les guerres de décolonisation. Enfin, voilà, il s'était passé énormément de choses que nos grands-parents ont connues et que nous, en fait, on pensait que... alors, je vais être un peu réac, mais voilà, que c'était dur de rester chez soi à regarder Netflix en se faisant livrer Uber Eats. Donc, non, mais vraiment, donc il y a un aguerrissement à reprendre. Et là, on est reparti dans une normalité, puisque la normalité, ça va être ça veut dire un monde plus dur, une géopolitique plus dure, et surtout une capacité à absorber le changement plus rapide. Donc moi, pour le coup, ça, j'en suis convaincu. Mon expérience institutionnelle me montre que dans d'autres pays, c'est pas ce qu'on a vécu en France ces dernières années. Donc il faut quand même être conscient de notre chance. On est vraiment préservé en tant qu'Européens développés. Donc, mais désormais, on le sera de moins en moins. Ouais, voilà. C'est ça. Et donc, c'est un besoin justement de s'adapter constamment. Il y aura du changement qui va arriver. Et il faut être prêt, quoi. Il faut être prêt, il faut avoir l'état d'esprit qui va avec. Oui, les grands chefs militaires parlent beaucoup de la nécessité de la force morale de la population, puisqu'en fait, voilà, le conflit ukrainien montre, c'est à 2000 km l'Ukraine de la France. Donc il montre que voilà, ça peut arriver près de chez nous, et il faut être prêt. Alors je dis pas qu'une guerre est en préparation, c'est pas ce que je dis, mais je dis juste que voilà, le monde se durcit. Ouais. Voilà. Ouais, clairement, il faut être prêt. Et ça, c'est intéressant de ton expérience en tant que militaire. Quelles sont les choses que tu as retirées de cette expérience, que tu as appliquées dans le business, en tout cas dans les entreprises, qui te marquent là et qui te viennent? C'est principalement des soft skills que j'ai mis en place. D'autres choses, mais voilà, principalement des soft skills. On parle beaucoup de résilience. Alors, il y a un autre thème que les militaires parlent beaucoup, c'est l'antifragilité. Okay. Alors, la différence, c'est la résilience, c'est un petit peu le roseau qui s'assouplit sous le vent et qui reprend sa forme originale au moment où le vent s'arrête. L'antifragilité, non, c'est vraiment, ça serait en fait le roseau qui reste en place, qui se prend des coups et qui se fissure à l'image d'un verre, mais qui se renforce en fait sur ses fissures. C'est ça l'antifragilité. Et je dirais que la force des armées, c'est ça, cette capacité à vraiment durcir sur les brèches, entre guillemets. Donc je dirais cette capacité à tenir sur la longueur, cette endurance. Il y a une expression qui est dans les commandos marines où ils disent beaucoup, c'est nous on n'a pas besoin de chevaux de course, il nous faut des chevaux de trait. Et en fait, c'est ça, c'est cette notion de durée. Cette notion de durée est très importante. Et moi, je dirais que c'est ça, c'est une espèce d'endurance mentale qui permet à la fois de changer les sujets, d'endurer des situations inconfortables à répétition, et d'agir sans passion. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire ne pas être passionné, ne pas aimer ce qu'on fait, mais d'agir sans passion en acceptant qu'il y a des choses hors de contrôle.
Et parfois, c'est les fameux... Alors les militaires qui écoutent, ils disent, bon, voilà, c'est les fameux cas non conformes. Ben voilà, il faut accepter qu'il y a des cas non conformes non prévus. Et c'est à ce moment-là où on voit un bon chef, c'est au moment du cas non conforme non prévu, être capable de manœuvrer et de reprendre l'initiative. Et là, c'est clairement quelqu'un qui a une expérience militaire voilà, de conflits à l'extérieur, Afrique, enfin, comme toute notre génération d'officiers qui a été très éprouvée là-dessus, eh bien, ils sont tout à fait capables de faire ça dans un monde privé où, rappelons-le, moi je détends toujours la situation. Le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Si on n'y arrive pas, ça reste que de l'argent. Je veux dire, le soir, les enfants vont bien. L'essentiel, c'est ouais, voilà, il n'y a pas mort d'homme non plus. Alors après, bien sûr, il y a des impacts mentaux et de la santé. On a une obligation de sécurité pour nos collaborateurs. Mais encore une fois, voilà, on va rentrer chez nous le soir. Voilà. Ouais, c'est ça, il n'y a pas cette notion un peu comme les médecins ou les chirurgiens, on dirait on ne sauve pas des vies. Exactement, et un truc qui est important, oui c'est ça, il y a une notion on ne sauve pas des vies, et il ne faut pas être dans le symptôme non plus, et là je parle plutôt au DRH, nous on voit que les malades, quelque part, comme un médecin, mais tout le monde n'est pas malade. Donc il faut quand même arriver à ce pas de recul, quoi. Ouais, à dissocier un peu les deux. Mais c'est vrai, je vois l'état d'esprit que tu décris militaire de ce côté endurance long terme, être focus sur un objectif, réussir à le tenir longtemps, et même le côté de entre guillemets sans passion, mais agir pour l'objectif, même si de temps en temps c'est pas plaisant, c'est comme ça, il faut le faire, et du coup on y va. Oui, les points durs, les fameux points durs, hein, sur lesquels il faut aller vite, parce qu'on sait que ça va être douloureux pour nous, donc faut vraiment y aller vite. Alors après, dans le domaine militaire, ça reste un petit peu plus aisé de le faire ça, du fait du statut des soldats qui permet plus de choses, et surtout, c'est quand même pour des valeurs qui transcendent vraiment l'individu, ou voilà, on parle de nation, enfin de patrie, de nation, de la population française, donc c'est des choses qui perdurent quand même, et qui seront bien après nous. Donc voilà, c'est plus facile de se motiver dans ce cadre-là, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est sûr, je comprends. Le pourquoi, le why est très fort et très grand. Et en termes d'organisation, si pareil, on prend les expériences militaires qu'on calque sur la partie entreprise, en termes d'organisation des, je sais pas, des armées, etc., ou des je sais pas comment on peut appeler ça, mais des régiments, etc., qui vont. Quels sont les enseignements que tu as tirés et que tu appliques justement, ou que tu vois dans les organisations, peut-être en management ou justement dans ce cadre de transformation dont tu as pu sortir? Oui, en fait, c'est vraiment des méthodes de management que j'ai vues également beaucoup dans l'industrie, qui s'est beaucoup calqué sur du lean management assez militaire, en fait, dans les faits. On a souvent l'image des armées avec un management très vertical, avec un mode hiérarchique. Alors, le mode hiérarchique, il existe, je ne reviens pas dessus. Moi, j'ai servi dans la Légion, donc le chef, ça restera toujours le chef. Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment très collaboratif comme manière de manager. Pour le coup, le commandement, en fait, il vient vraiment beaucoup du terrain. C'est le terrain qui commande. Il y a le respect, bien sûr, de chaque niveau de responsabilité, etc., qui permet de décliner l'action et l'esprit un petit peu de la mission du chef. Mais il faut quand même avoir en tête qu'il y a vraiment un travail collaboratif derrière, et je l'ai vu vraiment dans le cadre des armées et ensuite dans le cadre de l'industrie. C'est vraiment une équipe qui accomplit la mission. Il n'y a rien qui se fait seul. Et vraiment, quand vous êtes dans des situations très complexes, de toute manière, mécaniquement, il n'y a rien qui se fait seul. Donc voilà, il y a ces notions de solidarité, il y a ces notions de cohésion également qui méritent vraiment d'être approfondies, je pense, dans un cadre privé. Et au niveau de l'organisation, je parlais tout à l'heure de task force dédiées, lorsqu'on tout simplement on fait des groupes de travail où pour réaliser un projet particulier. Eh bien, c'est exactement la même chose dans les armées. Vous avez des task force. Lorsque l'armée française était projetée en Afghanistan, vous avez des task force dédiées. La même chose lorsque vous êtes au Mali, c'est vraiment des unités interarmes qui sont dédiées à la réalisation de la mission. Et bien en fait, c'est exactement la même chose. C'est des groupes de circonstances qui sont regroupés pour réaliser un projet particulier. Et la mission à l'étranger, c'est le projet particulier en l'occurrence des armées. Donc voilà. Mais l'organisation en projection opérationnelle est différente de l'organisation administrative en métropole, en garnison. Voilà, où les gens en fait se regroupent pour la mission et après retournent dans leurs unités respectives. Donc ça je pense que c'est intéressant, et on l'a beaucoup dans l'industrie avec du lean management où vraiment on essaye
via une organisation quasi matricielle maintenant, de vraiment être entièrement tourné vers la mission. Et ça, je pense que c'est intéressant de le dupliquer. Ouais, de le dupliquer, de l'utiliser, je vois très bien. Ok, hyper intéressant. Si on passe sur une partie que j'aime bien, qui est le futur du recrutement, du monde du travail ou des transformations des entreprises, comment tu vois un peu le futur du monde RH, même de nos générations, si tu vas un petit peu plus loin, dans 3 ans, peut-être 5 ans? Je dirais le rôle du DRH, déjà, il va être de plus en plus complexe et de plus en plus central. Il va avoir vraiment une multiplication des casquettes sur des notions de conformité, des notions de RSE, des notions vraiment juridiques beaucoup plus poussées qu'auparavant. Ça, c'est vraiment clé pour moi. Le DRH, il va avoir vraiment un rôle central, mécaniquement, parce que ça va être une exigence sociale. L'exigence sociale, elle va être de plus en plus forte. Les salariés, enfin, quel que soit le statut, les collaborateurs vont avoir une exigence de plus en plus forte vis-à-vis de leur entreprise. Et donc, la personne qui va être le chef d'orchestre de tout ça, c'est vraiment le DRH. Et donc, on va sortir d'un triptyque un peu financier entre le DG et la direction financière. Et on va aller vraiment dans un trinôme avec le RH, qui est de plus en plus le cas déjà, mais qui va vraiment se renforcer par la suite. Et moi, je ne serais pas étonné de voir des DRH vraiment, dans le cadre de leur parcours professionnel, prendre de plus en plus de choses dans leur périmètre, et également, comme la communication, voilà, à l'image d'un secrétaire général, tel qu'on peut l'avoir dans les très grandes entreprises, et même après, que ces profils-là deviennent directeurs généraux, puisqu'en fait, dans les faits, ils vont être au cœur de pas mal d'enjeux d'entreprise, et au bout d'un moment, quand vous êtes au cœur de tous les enjeux, bon, bah voilà, vous devenez la personne indispensable, et petit à petit, vous devenez le chef. Donc, c'est vraiment un mécanisme. Cette progression-là était moins le cas auparavant tout de même. Hein. Le RH, il était très gestionnaire dans les faits. Il n'était pas trop stratège. Et maintenant, c'est de plus en plus le cas. Il sortira de ce rôle de gestion pour devenir stratège, chose qu'il est à l'heure actuelle. Et même au-delà de ça, vraiment entièrement dirigeant, j'allais dire, puisque ça va être de plus en plus clé. Et voilà, donc ça c'est pour la partie DRH. Et après les statuts, on en a parlé un petit peu plus tôt, vraiment multiplicité des statuts. Voilà, et ça va être le DRH aussi qui va être à la manœuvre là-dessus, puisqu'auparavant, souvent le statut des freelances, etc., était plutôt les consultants étaient plutôt gérés par les achats ou les métiers directement. Donc voilà, donc c'est encore une casquette supplémentaire pour les DRH. Ouais, les statuts, donc effectivement, là, il y a même une tendance où il y a beaucoup de personnes qui se lancent en freelance, des petites structures qui se créent. Donc on a vraiment des barrières à l'entrée qui deviennent de plus en plus faibles pour devenir freelance et se lancer, avec toute l'information qu'on a, tous les outils aussi qu'on met en place pour apporter de la valeur aux entreprises. Donc je pense qu'il y a aussi, c'est le sujet dont tu parlais, donc les statuts accueillir des compétences, mais différemment, donc différemment dans l'entreprise que ce qu'on a l'habitude de faire avant. Donc c'est-à-dire avant on travaillait avec les collaborateurs en interne, des partenaires. Là, on va avoir justement des petits acteurs peut-être qui vont se greffer autour. Comment tu le vois? Oui, en fait, il va y avoir la collaboration au sein de l'entreprise, elle va prendre plein de formes. Des formes freelance, des formes CDI, CDD, des entrepreneurs, parfois de la sous-traitance, de la co-traitance, à l'image de ce qu'on peut avoir dans le BTP, mais cette fois-ci également dans le cadre des services. Donc, il va y avoir vraiment un panel de relations professionnelles qui va vraiment s'étaler, et ça va vraiment être délicat, je pense, à gérer au quotidien, puisqu'en fait, il y a quand même des notions du droit du travail qui seront un petit peu, qui devront s'adapter, et on sait que le juridique prend toujours plus de temps que la réalité du terrain. Donc, vraiment, je pense que les gens qui vont être challengés, c'est les personnes qui font du code, vraiment du droit du travail, puisque dans les faits, il va y avoir des relations qui sont multiformes. Hyper clair. On arrive à la fin de l'épisode. Ça passe vite. Oui, ça passe vite. Je voulais savoir s'il y avait d'autres sujets qui te tiennent à cœur, dont tu voulais parler, des thématiques où on n'est peut-être pas allé. Oui, on parle souvent de la diversité en entreprise et de l'inclusion. Pour revenir un petit peu à un sujet de début d'émission, moi j'estime qu'il y a deux grands perdant entre guillemets de cette inclusion qui est la population senior. Je reviens pas dessus, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais également les femmes en entreprise et le leadership au féminin. Moi, c'est quelque chose qui me tient
excessivement à cœur. Et encore une fois, moi je parle des armées. Ça, les armées le font vraiment très très bien. Ils ont inclus donc des femmes à des postes de commandement de manière très précoce. Saint-Cyr a été ouvert aux femmes en 1985. Voilà, et sans logique de quota petit à petit. Donc vraiment les choses se sont faites assez naturellement. Et je pense que vraiment, moi j'invite tout le monde à vraiment se focusser sur vraiment ces populations-là, puisque dans les faits, ce sont naturellement des tranches de nos salariés, de nos collaboratrices ou collaborateurs qui ne se mettent pas forcément en avant dans le cadre des différentes représentations de personnel. Et donc moi, vraiment, je voulais le dire, parce que je pense que la diversité et l'inclusion, c'est clé dans nos entreprises, mais elles doivent passer par les seniors et les femmes en premier. Voilà. Hyper clair, trop bien, magnifique. Est-ce que tu as une dernière ressource peut-être à partager pour ceux qui nous écoutent, un contenu ou comment tu t'informes toi de ton côté, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager en termes de contenu? Je pense que pour les professionnels des ressources humaines, je peux que mettre en avant une association de professionnels dans lequel j'interviens, à savoir l'Association nationale des DRH. Vraiment, c'est quelque chose c'est vraiment un beau collectif, à la fois pour les gens qui font du conseil RH, mais également pour les professionnels des RH en entreprise. Et vraiment, je les invite à rejoindre ce mouvement-là, puisqu'il est présent sur les territoires. Et surtout, il y a un magazine, il y a vraiment une animation assez sympa via le site. Et ça aide beaucoup. Et ça permet d'avoir cette veille juridique au quotidien, sur des formats très pédagogiques en plus. Donc, bravo à eux. Et puis, vraiment, je vous invite à rejoindre le collectif. Trop bien. Moi, j'ai regardé de près, du coup. J'ai regardé ça. Parfait. Merci à toi, Geoffroy. C'était top. Merci. À très vite. À plus.